Alors, de David. Présent. Biston Alex. Présent. Non, fait clair. Elle n'est pas là. Georges-Louis Lebeau. Absent. Laborieux Julie. Murté Omer. Présent. Joseph Moros Christina a donné procuration à Mme Etienne Note, mais je ne sais pas si elle est là. Cadignan Louis. Présent. Nyon Virginie. De procuration. Présente, finalement. Voilà, je suis là. D'accord. C'est parfait. Fidèle Louis Félix. Présent. Etienne Note Yannick. Doulet David. Il est là. Il est là, j'ai vu. Ah, mais est-ce qu'il entend? David Poulet. Présent. Voilà. Voilà. Tu m'entends? C'est parfait. Ok, c'est parfait. Le Douluc. Rodolphe Bocali. Bocali. Vous m'entendez? Le micro est fermé. Il peut écrire, hein? Il peut écrire. Bocali. On leur avait dit ça, hein? On leur avait dit ça, les micros. Il peut lever la main. Donc, je vous entends? Il a fait un signe, OK. D'accord, ils vont avoir des problèmes avec la technologie. Alors, ensuite. Alors, Marie-Ange Bison. J'ai procuration de Mme Bison. D'accord, procuration à M. Bouchon. Éric Raspail. Elle est là, normalement. Là, Madame Raspail. Présente. Vous m'entendez? C'est Oui. parfait. Eugénie Zab- C'est bon. Oui. Elle n'est pas là. Micheline Carolé. Elle est là, hein? Carolé Micheline. Madame Elle est Carolé. là. Elle est là. Si. Madame Carolé. Voilà. Merci. Voilà. Henri Basson. Il est là. Je n'ai pas vu. Non, pas de basse. Fred Samo. Il n'est pas là. Lors du département. Il est absent. Là. Plus, il aurait pu répondre. Il était dans la Martinique. Hein. Il y a Marilus. Présent. Non. Max Burdi. Présent. Jean-Pierre Jean-Louis. Jean-Pierre Jean-Louis. Il va être là. Claudie Vétro. Il est là. Présente. Mylène Charlotte Abricot. Elle n'a pas de micro. Claudia Lérigade. Présente. José Crampel. Présent. Sandrine Gabet. Présente. Lionel Victoire. Lionel Victoire. Maëlle Bourgeois. Présente. Lucie Latour. Présente. Yolène Pendant. Pierre-Joseph Adélaïde. Présent. Thierry Bernard Adèle. Présent. Olivier. Présent. Cindy Sillon. Présente. Dany Charlotte. Elle est là. Charlotte Nelly. Elle est là, Madame Modestin. Et là, on a fait avec elle. Levez la main. La personne ne répond pas. Je ne comprends pas. Ça, on ne peut pas répondre. On pas dire. Claude Marlin. Je suis la présente. Présent, D'accord, très bien. J'ai noté. présent, Claude Marlin et procuration également pour Fabrice Dunon Très et bien. qui va nous rejoindre en cours de séance. OK.
Vous remettez, monsieur le maire. Très bien, mais nous allons pouvoir commencer et délibérer valablement. Je vais demander à Sandrine Gabé et à Omer Minuté s'ils veulent assumer le secrétariat de la séance. Omer Minuté. OK, pas de problème, monsieur le maire. Sandrine? OK, je suis d'accord. Parfait. Vous avez aussi reçu ou lu le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce que sur la rédaction, vous avez des observations à formuler? Je voudrais intervenir, si c'est possible, si vous m'entendez. Oui, parfaitement. Oui. Très bien. Concernant le PV, c'est par rapport au fait que, en lisant les présents et les absents, nous avons été portés absents stricto sensu. Nous avons quand même motivé les raisons qui ont fait que nous ne serions pas là. C'est le principe même de l'absent excusé. Nous demandons rectification. Et d'ailleurs, je profite pour dire que nous avons même fait parvenir toutes les observations concernant tous les points du dossier. Il n'en a pas été fait mention à l'intérieur. Donc, rectification sur la question des absents, nous étions absents excusés. Très bien. Ben, écoutez, on va noter absent excusé. Concernant les points que vous aviez fait parvenir concernant les points de l'ordre du jour, il est évident que ce ne sont pas des dispositions qui sont liées au fonctionnement du conseil municipal tel que nous les avons approuvés sur le règlement intérieur, donc ils ne peuvent pas figurer sur le règlement, sur le PV de notre réunion. En tout cas, vous avez été signalé absent, excusé. Vous serez donc excusé. Très bien. Bien. Je voudrais prendre la parole. Oui. Oui. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Concernant le PV, il y a une erreur manifeste. Lors de la réunion du 1er juillet, notre groupe, par mon intermédiaire, avait posé une question concernant le partenariat de l'académie et les équipements des bibliothèques de la ville. Et justement, j'avais posé au maire la question, savoir quel est le coût représenté pour la ville. Donc, il m'avait dit qu'il me remettrait la réponse ultérieurement. Mais à la lecture du PV, la réponse a été apportée à M. Claude Marlin, qui n'avait pas posé cette question. Et de plus, il était absent lors de cette réunion. Donc, je demande à ce que ce soit rectifié sur le PV. Oui, il n'y a aucun problème sur ça. Dès lors que la réponse te satisfait. Une erreur de personne. Et surtout, j'aimerais que les éléments que nous avions demandés nous soient transmis par écrit si possible. C'est-à-dire Ben, on a eu une réponse orale, mais on aimerait avoir les documents, c'est possible. Mais la réponse est écrite sur le PV. La réponse Non, est mais ça, PV. c'est ce qui a été écrit, mais on aimerait. Il y a quand même des documents qui font état de budget prévisionnel, tout ça. Oh, probablement. Mais il s'agit de ça, on verra bien. On va vous les faire parvenir. Voilà. Merci beaucoup. Et Oui, j'écoute. Non, c'est bon. Ok, parfait. Très bien. Bien, nous allons donc commencer notre réunion de cet après-midi. Alors, nous avons... Pardon. Oui. Oui, je voulais juste intervenir. Bon, ça n'a rien à voir. C'est juste, en fait, je souhaitais, au nom de ma famille et de moi-même, adresser mes sincères remerciements pour les messages de sympathie qui nous ont été adressés lors du décès de mon père. Et je souhaite adresser ce message à l'ensemble des conseillers municipaux. Voilà. Très bien, mais au nom de tous ceux qui sont avec moi, ils te remercient de cette attention. Mais comme tu le sais, ta famille et ton père en particulier ont marqué l'histoire du Lamentin. Et il est donc normal que l'hommage lui soit rendu et vous soit rendu. Donc, donc merci d'avoir fait ce petit point en début de conseil. Merci beaucoup. Bien. Donc, on va commencer l'ordre du jour. Nous aurons le premier point concernant la constitution d'une réserve communale de sauvegarde de la mangrove. Ce point sera présenté par Max Burdi, en remplacement de Fred Samo qui n'est pas là. Ensuite, la réhabilitation du stade Yvadel avec un plan de financement. Ça sera Alex Bridgeton. La réalisation du projet de territoire en partenariat avec l'Agence française de développement.
Ça, c'est aussi du financement, mais aussi un projet de territoire à construire. Je vais le présenter moi-même. Autorisation d'occupation temporaire pour le SMEM, une reprise, c'est Louis Cadignan qui va présenter ce point-là. Ensuite, une convention de mise à disposition de moyens liés au fonctionnement du centre de vaccination au Palais des Sports, Judith Laborieux. Affaires foncières et contentieuses, c'est moi-même. Et puis, ensuite, les marchés publics, ça sera notre collègue Félix Sini. Donc, nous commençons tout de suite par l'environnement et le cadre de vie. Je passe la parole à Max Burdi pour la présentation de ce point. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Juste signaler, il y a notre ami Jean-Louis qui dit qu'il souhaite rentrer en salle de conférence. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas réagi tout à l'heure. Voilà. Okay, voilà. Constitution d'une réserve communale de sauvegarde de la mangrove. En octobre 2020, la commune du Lamentin a répondu à un appel à projet lancé par l'Union européenne en partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, nommé Life of Best. Nous avons proposé un projet intitulé « Sauvons la mangrove à deux pas », qui a répondu aux objectifs à la fois de réciprocité contact et de réciprocité reboisement. Ce projet a été retenu. La réalisation du projet « Sauvons la mangrove à deux pas » a été approuvée par le conseil municipal en date du 8 avril 2021. Il a pour objectif de mobiliser les entreprises qui, au sein des zones d'activité économique ZAE, juxtant l'écosystème. L'enjeu est d'impliquer les acteurs de cette zone sur la préservation de la mangrove par la mise en place d'actions de sensibilisation de leurs employés. Un groupe de 25 salariés sera mobilisé sur une période de 12 mois entre septembre 2021 et août 2022. Pour borner juridiquement la mobilisation des salariés de la commune durant leur temps de travail, la commune s'inspirerait de ce qui a été réalisé depuis plusieurs années dans le cadre de la réserve communale de sécurité civile. Les personnes mobilisées auront un statut de réserviste. Ainsi, la mobilisation des salariés volontaires désignés par leur employeur sera explicitée dans des conventions. Une convention tripartite entre la ville, chaque entreprise et chaque salarié, et une convention du réserviste signée par le réserviste. La convention, vous l'avez en annexe des documents qui vous ont été envoyés. L'avis de la commission. Donc, les élus de la commission d'urbanisme, d'aménagement du territoire et du développement durable se sont prononcés sur ce dossier le 14 septembre 2021 et ont émis un avis favorable pour la constitution de la réserve communale de sauvegarde de la mangrove. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir formuler son avis sur le principe de créer une réserve communale de sauvegarde de la mangrove et de donner autorisation au maire de signer les conventions tripartites et d'élaborer les fiches d'engagement et chartes du réserviste. Donc, comme je vous disais, là, vous avez la convention en annexe dans laquelle nous avons donc entre sous-signé la mairie du Lamentin, l'entreprise qui sera concernée, au profit du réserviste. Voilà. Je termine, monsieur le maire. Oui, merci beaucoup. Très bien. Vous avez tous compris que c'est dans le cadre de la mise en place du projet réciprocité que nous présentons ce dossier. La parole, vous avez qui souhaite intervenir? Oui, combien de minutes? Je pense qu'il y a quelques fautes de frappe. On parle de commune de Lamentin. Nous sommes une ville. Nous sommes pas une commune. Nous sommes une ville. Là où il est plus cœur d'une ville. Nous ne sommes pas une commune. OK. Qui d'autre veut intervenir? C'est noté. Oui, bon. Écoutez, s'il n'y a pas d'intervention, on va passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On va passer au point suivant. Il s'agit du point relatif au stade Ivanel.
Je passe la parole à Alex Bichton. C'est un plan de financement pour les derniers travaux que nous avons entrepris. Alors, monsieur le maire, comme tu dis, il s'agit de financement exceptionnel pour la réhabilitation du stade Yvadel. Comme on le sait, la ville mène depuis de nombreuses années une politique sportive active, se traduisant entre autres par l'entretien des équipements dans son territoire, afin de garantir l'accès au sport à tous. Mais également afin de permettre aux associations et clubs sportifs de développer des actions plus ambitieuses et plus adaptées aux besoins des populations des quartiers. Par là même, l'augmentation de la fréquentation de ces espaces par les publics sportifs scolaires et tout à chacun est un indicateur d'amélioration de la santé, de la réussite éducative et surtout de renforcement du lien social. Le stade Yvadel fait partie des équipements symboliques du Lamentin, situé en cœur de ville, illustrant la volonté d'en faire un lieu de référence du 3S, société, santé et sport. C'est ainsi que, tenant compte de son obsolescence et des dégradations au fil des années, il a connu plusieurs phases de travaux de réhabilitation ou de modernisation, telles que la réalisation de la clôture du terrain de foot, le drainage périphérique ou encore la clôture d'enceinte, la notion, la réhabilitation des plateaux. Chacune de ces opérations de modernisation a été financée par des dispositifs d'État ou de la collectivité territoriale de Martinique. Aujourd'hui, une opportunité financière exceptionnelle de l'Europe au titre du programme d'investissements territoriaux intégrés du Fonds européen de développement régional permet à la ville de bénéficier d'une aide sur les derniers travaux réalisés au stade Yvadel, du fait non seulement de sa vocation, mais surtout de la poursuite de la dynamique d'amélioration. Ces récents travaux de rénovation entreprise et majoritairement achevés sont les suivants: la clôture d'enceinte, les voiries et réseaux divers, la pose de pare-ballon, la rénovation de la tribune. Je rappelle que cette tribune était corrodée, il a fallu reprendre la partie métallique, la signalétique. Une demande de financement a été introduite afin de prendre rang à ce dispositif pour laquelle un avis favorable a été reçu. On a même une aide financière complémentaire de la collectivité territoriale de Martinique est ouverte, dans le respect des modalités appliquées par le FEDER. Ainsi, le plan de financement consolidé de cette opération se traduit de la manière suivante. Pour un coût d'objectif de 296 050 € hors taxe, le FEDER intervient à hauteur de 44%, la CTM à hauteur de 16% et la ville à hauteur de 40%, ce qui correspond à 118 420 €. Il faut savoir que ce plan de financement est optimisé au regard des partenariats potentiels. Alors, il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la réalisation de l'opération réhabilitation du stade Yvadel du Lamentin, d'approuver son plan de financement et d'autoriser M. le maire à signer les conventions à venir. Voilà, M. le maire. Très bien. Très bien, Alex. Sur ce plan de financement et sur les travaux qui sont adossés, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Oui, monsieur le maire. Oui. Bon, je laisse monsieur Adelaide, puisqu'il a demandé la parole avant. OK. Oui, voilà. Merci, oui. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, sur ce projet de Yvadel, bien évidemment, notre position est claire. Hein. Surtout, ce sont des travaux qui ont commencé depuis un certain temps et qui sont plutôt en achèvement. Donc, il faut bien sûr terminer ces travaux. Mais nous disons que l'activité physique et sportive concerne l'ensemble du territoire du Lamentin. Aussi bien le centre-bourg, mais également les quartiers. J'ai eu à intervenir en juillet 2020 sur des problèmes qui existaient sur le stade le plus ancien de la ville, qui est le stade de Grandchamp. C'est reconnu de tous. Et à partir de là, quand je suis intervenu, on a pu sécuriser ce stade, on a réglementé l'accès et ça s'est amélioré. N'empêche que juste avant, ça fait déjà 1 an, hein, ce que je vous dis, puisque juillet 2020, je suis intervenu. Juste avant le confinement, il n'y a pas moins d'un éclairage qui s'allumait sur 4. Donc, on voit bien que c'est partout qu'on doit prendre en compte l'activité physique et sportive sur le territoire. Il y a des promesses qui ont été faites hein, par la ville sur des travaux qui devraient être réalisés sur certains quartiers. Je parle de Belém, je parle
comment dire, je parle également après Mao, là, sur la montée, la Boaden, où il y a eu des promesses. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que la ville soit en phase avec ce qu'ils avancent et il faut que ces gens-là puissent comprendre qu'ils payent des impôts et qu'ils ont droit aussi à de l'activité physique et sportive. Je veux signaler que le Covid nous l'a bien démontré. Les gens qui ont été plus gravement atteints sont des gens qui avaient des comorbidités. Ce sont des gens qui souffraient de diabète, d'obésité, d'hypertension. Donc, il est important, c'est une question de santé publique, il est important que la ville prenne en compte les difficultés qu'ont rencontrent ces quartiers et que la ville fasse un effort. Il n'est pas normal que le stade de Grand-Champ dont j'ai parlé, parce que moi, en tant qu'élu, en tant qu'administré, je suis là tous les dimanches. Ça fait plus de 60 ans que le terrain n'a pas été fait et que quand les administrés de la ville entendent une fois de plus que l'on refait Yvadel, que l'on investit dans Yvadel, eh bien, ils se disent, non, on est laissé pour compte. Et ça, c'est ce que j'entends parce que je pratique du sport avec eux et c'est ce que j'entends. Donc, je crois qu'il faut qu'on rectifie le tir, mais je dis bien, je terminerai dessus. Je n'ai pas dit qu'il ne faudrait pas terminer les travaux d'Yvadel parce qu'on connaît l'activité qui se passe à Yvadel. J'ai mon fils qui a pratiqué du sport là régulièrement et je sais qu'il y a aussi bien des collégiens et l'élite qui est les Glons du Lamentin aujourd'hui dans notre ville. Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur le maire, on m'entend? Oui, oui, parfaitement. Ok, merci, monsieur le maire. Donc, je vais quand même rebondir sur le complexe sportif d'Yvadel. Donc, effectivement, depuis 2015, il est important de souligner que la ville du Lamentin a quand même réalisé 1,5 million d'euros d'investissement de travaux afin de réhabiliter un espace symbolique lamantinois devenu aujourd'hui un complexe. Un complexe multisport, donc ce n'est pas simplement du football, donc handball, volleyball, cyclisme, il y a aussi de la manche. Et ce qui est très rare en Martinique. C'est la preuve que la ville du Lamentin mise et continuera de miser sur le sport qui est l'une des valeurs pionnières d'une réussite sociale. Alors, c'est vrai que le complexe sportif se trouve au bout, mais je rappelle quand même que quand on fait un constat, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs lamantinois et pas simplement des gens du bourg, du monde Pitot, de Plaisance, de Peltier, de Sao, qui descendent faire du sport sur le Lamentin, sur le complexe sportif du Lamentin. Je veux quand même réagir sur ce qu'a dit le collègue Renadelaïd. Moi, je suis un sportif lamantinois et je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a un laissé pour compte des quartiers en ce moment. Pourquoi je dis ça? Il a parlé de Boaden. Boaden, il y a une association qui s'appelle Opération Loisirs qui organise chaque année une compétition à Boaden. Et Louis Cadignan, président de la commission sport, peut en témoigner. Et bien sûr, monsieur le maire aussi. Nous accompagnons cette association dans les différents événements sportifs qu'ils organisent. Il y avait des problèmes de, comme on appelle ça, de pare-ballon. Ça a été réglé au niveau de Boaden. Le terrain de Belém, ça a été réglé. Le plateau sportif, par exemple, de Peltier qui demandait une rénovation est en cours de travaux. Je n'arrive pas à comprendre comment nous, une ville référente du sport, on peut dire ce qu'on veut, les habitants de d'autres communes nous disent mais on a tout au Lamentin, que ce soit en termes d'équipement sportif, on a énormément d'équipements pour pratiquer du sport, que ce soit le sport pour tous, le sport de compétition, on est en accord avec la population. Donc, je me demande, oui, effectivement, il y aura toujours des choses à améliorer. Peut-être le terrain Grand-Champ, effectivement, il faudra peut-être y penser, mais on ne peut pas critiquer aujourd'hui la politique sportive menée par la municipalité depuis de nombreuses années. Chaque quartier a pratiquement un équipement sportif. Où est-ce qu'on voit ça au Lamentin, en Martinique? Au Lamentin, il y a ça. Donc, moi, ça m'embête un peu. Un amoureux du sport que je suis, un amoureux du Lamentin. Je n'aime pas entendre ce genre de choses. Merci, monsieur le maire. Je veux intervenir. Comment? Je veux intervenir, Claude Marlin. Non. Il faut mettre la main. Ouais. Il faut mettre la main, mais je n'arrive pas à avoir la main pour mettre la main. Ah ben vas-y, tu as la parole, vas-y. Oui, merci, excuse-moi, hein, c'est simplement. Non, c'est pas grave. OK. Alors,
c'est vrai que j'avais intention d'intervenir surtout en questions diverses sur nous avons été interpellés par quelques jeunes du quartier Bouchette concernant le terrain du quartier Bouchette. Mais bon, le débat est ouvert concernant les infrastructures sportives et il s'agissait de ça, du terrain de Bouchette. Alors, c'est vrai, il est important que le stade d'Ivadel puisse bénéficier effectivement de travaux pour que cet équipement soit le plus performant que possible. Il n'y a aucune difficulté et rouleau bravo. Mais aussi, il faut que dans notre politique culturelle et sportive, puisque le sport aussi, c'est une manière de rassembler du monde. Il faut aussi penser à ces quartiers. Je suppose qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple et facile, mais la question, ce n'est pas une critique fondamentale sur le fait de porter son attention sur le stade Vidadel, mais pensons à ces quartiers, pensons à ces stades, et en particulier Bouchette, où nous avons été interpellés, je reviens dessus, par un certain nombre de jeunes qui pratiquent le football et qui nous disent que le terrain n'est pas éclairé, qui nous disent que les poteaux de goal sont défectueux. Et donc, nous pensons effectivement, nous faisons le relais au sein de ce conseil municipal pour le signaler et pour vous dire qu'il faudrait aussi penser à ce quartier Bouchette, où il y a un terrain avec des jeunes qui pratiquent et qui sont volontaires. Donc, c'est simplement ce que je voulais rajouter à ce débat, puisque j'avais, comme je vous le dis, l'intention d'en parler en questions diverses, mais le moment était là, donc j'en ai profité. OK, Aoulolini. Là, je crois que la volonté, c'est d'avoir, si vous voulez, un regard positif sur ce qui se fait, sur ce qui est déjà fait, ne pas se contenter de dire qu'il y a, le collègue Adel est intervenu sur le fait de dire qu'il s'agit de remettre aux normes ailleurs. Bien sûr qu'il y a des infrastructures dans certains quartiers, beaucoup que d'autres. C'est vrai que la ville du Lamentin a aussi le 5e budget du pays. Donc, on ne peut pas comparer ce qui se fait au Lamentin à d'autres petites villes. Moi, j'aime toujours niveler par le haut et de dire que nous avons absolument besoin de ces infrastructures en état pour que la masse particulièrement, et j'ai aimé son exemple, celui de dire que nous devons faire du sport un véritable vecteur de bonne santé. C'est ce qui a été dit. On sait les problèmes de Montcabri qui viennent du fait de personnes, mais je le dis en commission urbanisme, nous avons déjà commencé à porter la réflexion pour voir comment faire en sorte d'accéder à ce lieu, qui est un lieu, à mon avis, très intéressant, mais l'accès est parfois difficile. On peut évoquer d'autres terrains dans d'autres quartiers qui sont pas toujours à niveau. C'est ce qu'il dit. Il est dans la construction, moi aussi, et j'espère tout le monde ici. Ce que nous disons, c'est que faisons en sorte que les difficultés récentes, que le contexte nous donne des leçons pour faire des priorités publiques. C'est ce qui a été dit là. Et moi, je suis partisan de dire que oui, il faut axer encore plus sur ce qui est fait. Je n'aime pas quand les gens disent « je suis embêté par ce qui se dit », surtout s'il s'agit de construire. Moi, je suis embêté quand les gens qui disent cela sont des gens qui cherchent à recruter des jeunes du Lamentin pour les emmener dans d'autres communes. Voilà. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ça n'a peut-être pas sa place ici, mais... Tout a sa place. Il faut dire la vérité, tout simplement. Ce que tu l'as dit pour attaquer quelqu'un, c'est pas très... Je n'attaque jamais. Je n'attaque jamais. Restons dans un discours positif, je n'attaque jamais. Je m'exprime, j'écoute tout le monde. Je voudrais qu'on m'écoute. Très bien, mais je choisis les mots. Oui, mais moi je m'exprime. Je ne voudrais pas que tu m'empêches de parler. Je choisis les mots. Parce que quand je parle, je ne t'empêche pas de parler quand c'est toi qui parles. Donc, je respecte tout le monde, je voudrais qu'on me respecte. Quand on me parle du fait de me dire que j'attaque du monde, j'estime que ça n'est pas une réalité. Je ne peux pas le laisser dire. Je n'attaque pas. Tu peux laisser dire ce que tu veux. Tu prends la parole après moi et tu le dis. Très bien. Moi, je dis. Allez, j'écoute. Je dis que ce que tu as dit était une attaque contre quelqu'un. Je suis derrière ce que je dis. Parce que ce n'est pas dit innocemment. Ce n'est pas dit innocemment. Voilà, très bien. Donc, tout le monde aura bien saisi que c'est de la petite politique. Concernant les questions qui ont été portées, je passe la parole à Alex Michel. Oui, je voudrais quand même intervenir sur Adélaïde. C'est vrai que je suis le référent
au service technique depuis deux mandatures. Je peux dire aujourd'hui qu'il y a moins de 60 ans quand nous sommes intervenus sur le train de Grand. Exactement. Et ça fait moins de... C'est bon, oui. Gauche. Ça fait moins de 60 ans. Je me rappelle à l'époque, M. le maire, M. Samo qui était là, nous avons été interpellés par M. Macao, qui était président d'une association qui utilisait ce terrain. Et lorsqu'il jouait au ballon, le ballon traversait la route, la RD3. Et lorsqu'il voulait se laver, on devait fournir une citerne avec de l'eau pour se laver tout nu devant la route. Aujourd'hui, nous avons fait des ballons pour éviter que la balle traverse la route. Nous avons fait un vestiaire en bonne édition, même avec un bureau pour les associations à l'intérieur. Lorsque j'entends dire ces choses, moi, je suis un tout petit peu outré. Monsieur Boisden, il n'y a absolument rien. Monsieur le maire, il y a un petit projet des jeunes de Boisden, ils vont le faire par un chantier d'insertion, ils vont peut-être leur grader eux-mêmes. C'est ça seulement qui reste à faire. Le pare-ballon, nous l'avons fait, comme a dit Lionel, nous l'avons fait avec du gantois pour que ça puisse résister à toute action de vandalisme. Avant le dernier tournoi. Avant le dernier tournoi de futsal qui a eu lieu. Très bien. Écoutez, moi je vais apporter quand même quelques réponses. Il y a quand même quelques questions qui ont été posées. La première question concerne Grandchamp. Alors, sur Grandchamp, s'il y a l'éclairage qui est défectueux, on ira faire un tour, on va voir ça rapidement. S'il y a un éclairage sur 4, comme a dit le collègue Adélaïde, on va vérifier le bon fonctionnement de cet éclairage. Il n'y a aucun problème sur ça, c'est tout à fait normal. Concernant le projet global, sur Grandchamp, l'intervention de Pierre Adélaïde portait aussi sur la surface du terrain de foot. Il avait signalé qu'il y avait un dénivelé important entre les deux buts. Effectivement, nous avons fait un relevé topographique, comme je m'étais engagé à le faire, et on a effectivement noté qu'il y a un dénivelé extrêmement important qui va probablement justifier une reprise complète du terrain, de l'assiette du terrain, pour reprendre à la fois le drainage et reprendre aussi le nivellement pour que ça soit un terrain plat. Parce que pour l'instant, contrairement à ce que l'on voit, on a l'impression que le terrain est plat, mais le terrain n'est pas plat. Il y a 2,50 m de dénivelé d'un coin à l'autre. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui joue en montant, on doit jouer en descendant. Il faut rattraper tout ça. Ça va justifier probablement un projet plus important qu'on ne le pensait, parce qu'il faut reprendre complètement le nivellement avec du remblai complémentaire et les drainages qu'il faut refaire. Donc ça, on va présenter ce dossier en conseil municipal. Ça va justifier peut-être un temps plus long, mais dans l'immédiat, on peut travailler sur les dispositions relatives au pare-ballon et à l'éclairage, comme indiqué précédemment. Mais je veux dire aux collègues qu'il n'y a aucune différence entre ce que nous faisons sur le bout et ce que nous faisons sur le quartier, bien au contraire. Concernant le terrain de Bouchette, sur le terrain de Bouchette, c'est un sujet que je connais parfaitement, ce terrain n'appartient pas à la ville du Lamentin, vous le savez bien. Pour l'instant, nous sommes en discussion avec le propriétaire du terrain sur les deux aspects. Le premier aspect, c'est la régularisation foncière de tous ceux qui résident actuellement sur Bouchette. Il y a 80% des habitants qui ont déjà quasiment payé la somme qu'ils devaient payer pour l'acquisition foncière. Il reste 20% pour lesquels nous sommes en discussion avec le propriétaire et avec les notaires pour régler cette situation foncière sur Bouchette. Nous sommes bien au fait de ça. Nous rencontrons régulièrement les habitants de Bouchette à ce sujet. Et puis, il y a les parcelles communes. Ces parcelles communes, c'est l'ensemble du terrain sur lequel il y a l'espace associatif, l'espace de réunion, le petit espace qu'il y a là où ils se réunissent, et puis le terrain de foot. Et puis les voies qui passent entre les maisons que la ville elle-même a enrobées sur un foncier qui ne lui appartient pas. Donc, tout ce terrain-là, les voies, le foncier sur le local associatif et le terrain de foot, la ville du Lamentin a fait l'acquisition en fait, ce propriétaire pour que ça devienne du domaine public. Et nous avons demandé aux habitants de Bouchette de nous dire eux-mêmes ce qu'ils souhaitent que nous fassions de ces terrains. Est-ce qu'ils souhaitent que l'on fasse une maison associative, maison des associations, un espace de réunion, en remplacement de l'abri précaire qui est là? Est-ce qu'ils souhaitent qu'on fasse un terrain de foot, qu'on fasse un autre équipement sportif? C'est eux-mêmes qui vont nous dire quelle orientation ils souhaitent que la ville apporte à ce quartier en fonction des projets, des populations qui sont sur le quartier. Donc sur Bouchette, ça progresse, mais on reviendra certainement devant le Conseil pour en parler plus en profondeur quand nous aurons réglé la problématique foncière. Sur l'accès à Montcabri, effectivement, il faut lancer la réflexion sur ça. J'ai moi-même fait au service technique
un certain nombre de propositions sur la voie qui mène à Montcabri, notamment sur la montée des eaux qui altère terriblement la route d'accès qu'on est en train de charger comme ça depuis des années. Donc, on a déjà passé des millions de mètres cubes de gravier, de béton, d'enrobé, etc. sur cette voie. Mais évidemment, c'est de la mangrove, ça descend, ça s'écoule, ça rentre. Et à chaque fois, la mer reprend ou l'eau saumâtre reprend le dessus. Il y a des solutions qui existent. Moi, j'en ai vu dans la région de Miami, dans les Everglades. Il y a des solutions comme ça avec des routes sur des ponts flottants et qui suivent le niveau de la mer avec les marées et qui permettent aux voitures de passer quand même. Donc, il y a des dispositions qu'on peut adapter sur le Montcabri pour, sur certains espaces, permettre la circulation en hors d'eau, pour que les voitures ne soient pas abîmées par l'eau et que l'on puisse regarder le passage routier. Donc, les réflexions que pourra porter la Commission seront les bienvenues. Donc, je n'exclus pas d'autres solutions possibles. Il y en a peut-être d'autres qui existent. Et il est très clair que cet accès pénalise à la fois le parcours de santé de Montcabri et l'activité nautique de l'Office des sports sur l'apprentissage de la voile classique, notamment avec les écoles primaires du Lamentin. Donc, il faut à tout prix que nous trouvions des solutions sur cette voie de Montcabri. Et si nous pouvons avoir plusieurs solutions, on choisira la meilleure. En tout cas, voilà les quelques éléments de réponse que je pouvais porter. Le dernier élément de réponse concerne le plateau de Petit-Manoir, puisqu'on l'a cité. Le plateau de Petit-Manoir avance, le projet progresse. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec tous les clubs du Lamentin qui utilisent le plateau, ainsi que le collège et le lycée qui utilisent aussi le plateau. Et nous avons trouvé des solutions qui conviennent à tout le monde et qui pourra nous permettre d'avoir tout l'espace couvert, le plateau du haut comme le plateau du bas. Le projet sortira bientôt. L'appel à maîtrise d'œuvre va sortir dans les semaines qui viennent. Et ensuite, ça sera la consultation des entreprises. Nous espérons évidemment aller le plus vite possible. Mais entre-temps, sur le plateau toujours, il faut permettre que les clubs qui utilisent le plateau, je veux dire les glons, le sporting, sur plusieurs disciplines, le handball, le basket, le volley, puissent trouver d'autres terrains le temps des travaux. C'est pourquoi il nous faut réhabiliter le terrain de handball de Yvadel, le terrain de basket sur Yvadel, le terrain de handball, de volley sur Yvadel, pour qu'on puisse basculer des programmes d'entraînement sur le stade Yvadel, ainsi que sur celui de Bélem et sur celui de Palmiste. Voilà donc les terrains qui seront utilisés pour permettre aux clubs d'avoir une activité d'entraînement et de jeu le temps des travaux. Et ensuite, on fera les travaux de couverture du plateau sportif de Petit-Manoir. Et en fait, cet équipement sera à la disposition de tous les clubs du Lamentin. Voilà les quelques éléments de réponse que je voulais apporter sur les interrogations légitimes des collègues. Voilà. Sur le plan de financement concernant le stade Yvadel, on va passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Le point suivant concerne le projet de territoire. Alors, la ville du Lamentin s'est dotée de deux projets de ville en 91, 99 et de 2008 à 2015. Ces projets traduisaient la volonté de développement de toutes les politiques publiques au service de la population et des acteurs du territoire. Aujourd'hui, compte tenu des enjeux et afin de projeter le territoire lamantinois dans une perspective de développement équilibré, attractif et innovant, un projet de territoire est à construire. Ce projet de territoire intégrera les éléments préfigurateurs du bilan de mandat 2020-2026. En synthèse, cette démarche révèle les dimensions politiques, managériales et organisationnelles qui placent l'ensemble des acteurs au cœur du système. Afin de la conduire au regard du caractère multidimensionnel de cette dynamique, la ville a lancé le 26 avril 2021 une consultation en vue de la passation de marché à procédure adaptée pour la réalisation d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'élaboration et la mise en œuvre du projet de territoire. La concertation et la communication constituent les points forts du cahier des charges. Cette mission sera menée en mode projet et associera élus, population, société civile et agents de la collectivité. Le marché a été notifié le 30 août 2021 à la société Citadia, retenue pour la force de sa proposition en termes de marketing territorial, de concertation et de communication. Par ailleurs, sa compréhension des enjeux organisationnels, financiers et d'aménagement du territoire et de déploiement des services publics municipaux a constitué un critère déterminant du choix opéré. La conduite de cette mission d'une durée de 6 mois permettra la mise en œuvre du projet de territoire en 2022. Une démarche partenariale a été lancée avec l'AFD. Celle-ci a pour socle l'exemplarité de la ville du Lamentin au regard de ses pratiques de gestion et de ses bons résultats et de ses résultats comptables et financiers. Les rôles de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
voulus par la ville du Lamentin ont été identifiés comme suit. D'abord, évidemment, un rôle technique, élaboration du diagnostic sur la base des documents cadres de la ville, PLU, PNH, chemin de référence, action cœur de ville, observatoire social, démarche RPP, études organisationnelles, financières, études des effets de crise sanitaire, bilans sociaux, recensement foncier, etc. Les dynamiques d'intelligence collective, ateliers thématiques et les bilans d'activité. Ensuite, un rôle d'animation, d'accompagnement, de sensibilisation et d'appropriation des élus, l'appropriation par les élus et par les agents. Troisièmement, un rôle de consultation, une concertation innovante, organisée de façon créative, le rôle de prospective en jeu politique territoriale, ACTM, PCI, orientation, objectif stratégique, le rôle de communication, faire savoir à la population en lien avec le cabinet, faire savoir aux agents en lien avec le service de communication interne. Enfin, un rôle d'expert, projet de territoire, indicateur d'évaluation, modèle organisationnel, déclinaison et organigramme et projet d'administration. Le plan de financement de cette mission s'établit comme suit. L'objectif 86 175 € hors taxe. L'AFD nous apporte 24 871 € et la ville 61 304 €. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la réalisation du projet de territoire en partenariat avec l'AFD et d'autoriser le maire à signer les conventions à venir. Voilà, chers collègues, le contenu de ce dossier concernant la trajectoire que nous voulons mener pour la réalisation du projet de territoire concernant la ville du Lamentin et son administration. Est-ce qu'il y a des remarques ou des propositions? Il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Je passe la parole à Louis Gadignan concernant l'autorisation d'occupation temporaire par le SMEM d'une emprise Carasté AT 710 à Place d'Armes. Merci, monsieur le maire. Oui, alors, le 14 décembre 2020, le syndicat mixte d'électricité de la Martinique, le SMEM, a proposé à la ville de participer à une expérimentation en faveur de la transition énergétique. Il s'agit pour le syndicat, le SMEM, d'implanter au Lamentin un démonstrateur de batterie ultra rapide. Le projet s'intitule « Couloir sécurisé de mobilité électrique en Martinique, démonstrateur e-station ». Ce projet répond aux objectifs de dispositif investissement territorial intégré ainsi qu'aux engagements de la ville dans la lutte contre le changement climatique. C'est pour cela que, par courrier du 24 décembre 2020, la ville a émis un accord de principe pour participer à cette expérimentation. Cette participation se traduit par la mise à disposition d'une emprise pour ce faire. Cet accord de principe a permis aux autorités de gestion du FEDER de poursuivre l'instruction de la demande de subvention déposée par le SMEM. D'un coût estimé à 800 000 €, avec un financement prévisionnel de l'Europe à hauteur de 80%, le comité de sélection ITI, réuni en juin 2021, a émis un avis favorable au financement de ce projet au titre de l'axe 4.1.1, qui est une réponse à l'urgence énergétique et aux investissements dans le système de production. Par conséquent, il convient dès lors de formaliser les modalités de la mise à disposition de l'assiette foncière nécessaire à la réalisation du projet. Au titre de l'article L1311-5, la ville est fondée, c'est-à-dire à de bonnes raisons, compte tenu de l'intérêt local de ce projet, à délivrer sur son domaine public une autorisation d'occupation temporaire à titre gracieux. En effet, l'impact de ce projet, attendu en matière de maîtrise des économies d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, représente un enjeu essentiel pour notre île. Par le déploiement de ce type d'installation, le SMEM souhaite surtout rassurer l'usager du véhicule électrique sur les possibilités de recharge rapide, tout en réduisant l'impact sur le réseau électrique. Le besoin pour l'implantation d'infrastructures de rechargement électrique et de batteries de stockage est de 150 mètres carrés, soit 2 places pour véhicules, pour voitures légères, 1 place pour bus ou camion et un espace sécurisé pour le positionnement de la batterie.
La ville propose donc une empreinte de 150 mètres carrés à distraire de la parcelle cadastrée section AT numéro 710 située à Place d'Armes, derrière le siège de l'Office municipal des sports et des loisirs face à la SME. La convention d'autorisation d'occupation temporaire jointe fixe les modalités de cette mise à disposition. J'ai demandé au Conseil de mettre à disposition du SMEM une emprise de 150 mètres carrés à distraire de la parcelle cadastrée section AT numéro 710 située au quartier Place d'Armes et relevant du domaine public de la ville pour l'implantation d'infrastructures de recharge pour véhicules et de batteries de stockage de l'énergie, et ce, par voie de convention d'autorisation d'occupation temporaire pour une durée de 5 ans, et de donner délégation à M. le maire pour la signature des conventions et autres documents s'y rapportant. Je voudrais ajouter que le stockage peut être restitué au réseau en cas de besoin et qu'un tel stockage peut être d'un grand secours en cas de catastrophe naturelle. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce que sur ce point, il y a des interventions? Olivier Trop. Oui, merci, monsieur le maire. Je voulais ajouter trois éléments, en fait, par rapport à la notion de développement durable, parce que je m'interrogeais sur l'impact en termes de développement durable. Et en fait, je me suis rapprochée d'un ingénieur en électricité qui m'a expliqué en réalité la EDF, en fait, produit de l'énergie à certains moments et cette énergie ne peut pas être stockée. Le fait d'utiliser cette station de e-batterie, ça permettra en fait de stocker une énergie qui serait gaspillée et donc perdue. Ah, j'étais pas là mardi, donc j'étais au bureau. C'est pour ça que je fais cette remarque. Et donc c'est pour cela que je vois en fait l'intérêt écologique de cette e-station, puisque ce n'est pas de la production électrique pour alimenter des voitures électriques, mais plus une économie qu'on fait, puisque cette production, normalement, serait gaspillée. Donc, c'est une remarque positive. Ma deuxième remarque, je trouve quand même, c'est une expérimentation de 5 ans. C'est une expérimentation qui est bien subventionnée. Et je trouve que la ville aurait pu demander une contrepartie financière pour ce terrain, même si on ne demande pas au prix du marché, parce que finalement, les consommateurs, quand ils iront recharger leur batterie, ils vont payer l'électricité. Donc, je trouve que la ville pourrait négocier avec le SNEM et une contrepartie financière, une rémunération, même si ce n'est pas celle au prix du marché. Parce que 150 mètres carrés dans un espace quand même bien coté au niveau d'entreprises, il y a des entreprises dans la zone, ça veut dire que ça va être bien achalandé. Donc, il faut, en dehors de l'intérêt en termes d'image pour la ville qui veut être une ville verte, comme on l'a dit en 2020, puisque ce sont les projets politiques, monsieur le maire, qu'on a défendus lors de la campagne électorale, mais quand même, on pourrait demander une contrepartie financière. Et puis la troisième chose, je me dis que je ne sais pas s'il y a beaucoup de bus ou de camions électriques en Martinique, et que peut-être qu'il faudrait avoir des places supplémentaires pour des petits véhicules. Et surtout, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, mais je sais que c'est une expérimentation, mais est-ce qu'on pourrait, ça aurait été bien que cet espace soit aussi développé en centre-ville pour améliorer l'attractivité du centre-ville. Voilà les remarques que je fais et qui me semblent positives. Très bien. OK. Merci. Merci. Je passe la parole à Claude Marlin. Oui, merci.
Alors, simplement, je crois qu'il faut se dire qu'il y aura sans doute une montée en puissance de ce type d'installation et une montée en puissance également de véhicules électriques. Donc, peut-être qu'on aura de plus en plus de camions qui vont se déplacer avec ce type d'énergie. Mais en tout cas, simplement, concernant la convention que je regardais, il y a une simple interrogation. Je n'ai pas vu... parce que je me suis posé la question en cas d'accident au niveau de cette installation, qui est responsable? Je n'ai pas vu d'article, sauf si ça m'a échappé, d'article concernant l'assurance particulière ou pour la ville, qui couvrirait la ville. Donc, est-ce qu'on pourrait m'éclairer dessus? Okay. Ensuite, Cindy Sillon. Cindy. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, quant à nous, nous sommes tout à fait partisans d'une politique environnementale dans une logique de développement durable. Toutefois, nous émettons quand même des objections quant au lieu d'implantation. Donc, voilà, donc il est placé, donc cette installation serait placée sur le parking du stade Georges Gratien, si je ne me trompe pas. Non, on n'a jamais dit ça. C'est sur l'extérieur en face de la SME. Non, sur l'extérieur en face de la SME. Le chemin qui va vers la CAF. Bon, allez, bon, oui, voilà. Pour moi, ça englobe tout le stade Georges Gratien. Pour moi, en fait, j'ai bien... Donc, c'est sur le parking de l'office, c'est ça, l'office des sports. Je vois exactement. Non. En face de la SME. Oui, en face de la SME, oui. Après l'office. On va pas. Je vois très bien où c'est situé. Je vois très bien où c'est situé. C'est aux abords du stade, c'est aussi, voilà, bon, je vois bien. Nous voyons bien, en tout cas, on a bien ciblé grâce au plan. Alors, par contre, nous, ce qui nous dérange, c'est que c'est un lieu qui est quand même très fréquenté par des sportifs du dimanche. C'est quand même un lieu qui est, voilà. Et voilà, quoi. Donc, ça, on trouve que qu'il faudrait peut-être trouver un autre lieu qui pourrait accueillir cette station. D'autre part, on connaît l'étouffement que subit Place d'Armes, notamment là par rapport justement aux infrastructures qu'il y a aux abords, SME, la CAF et compagnie. Donc là encore, ça viendrait ramener encore, augmenter le flux de véhicules. Et voilà, moi je trouve, enfin nous trouvons que l'emplacement, enfin qu'il faudrait peut-être chercher un meilleur emplacement. C'est juste ça. OK. Et ensuite, Didier Campbell. Oui, bonjour à tous. Bonjour, merci, monsieur le maire. Bonjour. Ouais. Bonsoir. En fait, moi, je trouve que ça cadre bien avec la politique environnementale. Mais l'aspect intéressant, c'est que, comme monsieur le maire, tu l'avais parlé dans le cadre du projet de territoire et du projet de ville, c'est concernant le projet de bus électrique. Moi, je trouve que cet emplacement-là est un emplacement relativement intéressant, sachant qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont dans le secteur. Donc, dans le cadre d'un petit bus électrique, ce lieu-là, je le trouve approprié. Je trouve que le concept environnemental, entrevoir ce concept environnemental-là est très intéressant dans une île où on est rempli de soleil. Moi, je trouve que c'est un concept intéressant et novateur qu'il faudrait développer de plus en plus. OK. Merci. D'autres remarques? Il n'y en a pas? Bon. Je vais répondre rapidement, enfin pas répondre, je vais compléter ce que vous avez. Claudie, tu veux intervenir? Je vois la main. Claudie? Non, c'est la main qui est baladeuse. Bon. Mais je vais rapidement compléter ce que vous avez dit. Alors, je vais commencer par la fin. Lieu d'implantation et meilleur emplacement, bon, c'est vrai que ça peut être discutable, mais pour l'instant, il fallait bien trouver un endroit accessible. Si on va à un endroit trop loin, ça ne va pas marcher. Donc, il faut une attractivité, il faut un endroit facile d'accès. On verra bien l'usage que ça va donner. S'il s'avère que le site n'est pas approprié, je pense que c'est très facile. C'est un conteneur qui se déplacer. Ça ira relativement vite s'il faut trouver un autre coin. Mais bon, je tiens compte de la remarque. Sur le lieu d'implantation, on verra comment cet équipement va s'intégrer dans le quartier et dans le fonctionnement journalier du site de Place d'Armes. Et s'il s'avère
trop difficile à maintenir en l'état, on le changera de place. Et pour l'instant, on a estimé que c'était un endroit visible, on a estimé qu'il y avait une bonne attractivité de ce quartier, et ça répondait un peu au souhait de développer une structure comme celle-là. Concernant la montée en puissance des véhicules électriques et l'assurance du propriétaire, oui, en effet, on assiste à une montée en puissance des véhicules électriques ou hybrides, mais ce n'est pas encore significatif. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Aujourd'hui, sont vendus chaque année 15 000 véhicules à peu près. Et sur les 15 000 véhicules, sont vendus 2 400 véhicules hybrides ou électriques. Donc, on est loin d'atteindre les sommets, mais la pente est croissante. Donc, ça veut dire, et Claude Marle a raison, il va falloir tenir compte de ça, anticiper, non pas sur une expérimentation comme celle-là, mais à l'usage de ce que l'on va vérifier, trouver des nouveaux emplacements avec des centrales de distribution d'alimentation pour les véhicules électriques. Et si on y a mis les possibilités de charger des camions et des bus, c'est tout simplement parce que ce sont des véhicules qui sont les plus polluants, et il faut évidemment qu'on porte l'accent sur ces véhicules-là aussi pour que cela devienne vertueux. Donc l'effort est là. Claudie Vétro a fait une remarque concernant la contrepartie financière. Alors, nous n'avons pas exigé de contrepartie financière, c'est vrai, mais nous sommes en train de négocier avec le SMEM sur d'autres types de contrepartie, notamment sur l'électrification sur le Lamentin et sur des interventions supplémentaires que le SMEM va faire et financer sur le Lamentin pour répondre à cet équilibre-là. On ne demande pas de location, mais en contrepartie, ils devront accélérer et amplifier le volume de travaux d'électrification, c'est-à-dire les lignes, les réseaux, les poteaux, etc., qui sont sur le territoire du Lamentin, parce que nous avons de sérieux problèmes de distribution, d'une part, mais aussi des problèmes de poteaux, on l'a déjà signalé partout, et le SMEM doit pouvoir nous accompagner sur ça. C'est pourquoi la contrepartie, si elle n'est pas financière, elle sera technique et opérationnelle. Enfin, je voudrais terminer en disant que les systèmes de batterie sont des systèmes d'avenir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que si on veut développer les énergies renouvelables, il faut que nous soyons capables de sécuriser le système de distribution électrique de la Martinique. Aujourd'hui, il y a un seuil de déconnexion des énergies renouvelables dans le système électrique qui est de 30 à 35 %. C'est-à-dire que quand il y a plus que 35 % d'énergie renouvelable dans le réseau, il y a une déconnexion automatique, sans quoi ça déstabilise la distribution électrique de la Martinique. Pour pouvoir monter au-dessus, donc développer les énergies renouvelables, il faut des systèmes de batterie qui vont permettre d'emmagasiner de l'énergie et ainsi on pourra passer de 50 à 60 % le seuil de déconnexion des énergies renouvelables, donc on pourra en produire encore plus. C'est pourquoi il faut des batteries. J'ai rendez-vous demain avec Fred Samo, avec le directeur d'EDF à ce sujet, pour voir comment on peut développer avec lui et la CTM, je suis en charge de l'énergie à la CTM, pouvoir développer des systèmes de batteries comme ça qui sont capables de capter l'énergie produite et non utilisée et de la restituer sur les moments de pointe, là où on a besoin du pic. Aujourd'hui, on a besoin en Martinique de quasiment 300 MW en instantané le matin et le soir. Or, on est en limite de production. Il faut donc stocker de l'énergie pour amortir, pouvoir restituer en période de pointe et surtout permettre aux énergies renouvelables d'intégrer le réseau. Et puis en cas d'accident, alors je n'ai pas répondu, mais la responsabilité concernant la question de Claude Marlin sur l'assurance, la page 23, c'est l'article 18, responsabilité civile. On voit très bien que c'est bien noté que la responsabilité est entière, c'est celle du propriétaire, celui qui occupe l'occupation, qui doit souscrire cette assurance, qui doit tout couvrir. C'est bien indiqué en page 23. Responsabilité, article 18, responsabilité civile. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. C'est un projet d'avenir, on verra son fonctionnement, on va analyser, on fera le bilan après 1 an et on verra s'il remplit les missions qui lui sont assignées. Et puis, s'il faut développer une multiplication, on le fera. Et ça fait partie des éléments sur lesquels nous fondons l'avenir du développement des énergies en Martinique. Donc, on va voter. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Je passe la parole tout de suite. Ah oui, c'est bon? Oui. Je dis que tu vas vous dire ça. Philippe, vas-y. J'avais annoncé, je dis.
de l'introduction, je vais aller plus à l'analyse. Et tout le monde sait qu'il s'agit de la mise en place du vaccinodrome sur le palais des sports. Et nous avons signé une convention. Au palais des sports, il y avait le service de l'État, le service territorial d'incendie et de secours, l'Office des sports et les services municipaux. En réponse, M. le maire a accordé un avis favorable à une utilisation exceptionnelle du palais des sports à compter du 29 mars 2021 pour cette opération. Donc, le préfet pilote sur le territoire ce dispositif avec l'ensemble des partenaires de la vaccination et le service territorial d'incendie et de secours, en collaboration avec la ville du Lamentin, a mis en place des séances publiques de vaccination destinées à la population à titre gratuit. Donc, il a été convenu entre les parties que tous les frais nécessaires au fonctionnement du centre de vaccination avancé par la commune seront remboursés par les services de l'État et du STIS. Donc, nous sommes à ce jour à 9 mois au centre de vaccination. Donc, pour un total, le nombre de vaccinés tourne autour des 200 000 vaccinés sur le centre de vaccination. Donc, c'est le seul vaccinodrome qu'il y a sur le territoire. De plus en plus de centres éphémères sont mis en place et de vaccinbus aussi. Donc, à un moment, il faudra qu'on puisse réfléchir sur la durabilité du vaccinodrome. Donc, les participations de la commune pour la réussite de cette opération, la commune du Lamentin a mis à disposition à titre gracieux le site du Palais des Sports pour la mise en place organisationnelle du centre de vaccination et l'estimation locative qui a été réalisée fait une évaluation de 72 000 785 du 29 mars au 25 juin. Depuis, le centre de vaccination a été transféré le 10 juillet dans la grande salle omnisport vers la salle du dojo, toujours dans l'enceinte du Palais des Sports. Les conditions financières de cette mise à disposition devant évoluer, une deuxième convention devra être signée entre la commune, l'État et le SDIS. Entre-temps, le vaccinodrome a été repositionné dans la grande salle du Palais des Sports. Donc, on tiendra compte aussi au niveau de conditions financières. Compte tenu de l'urgence, la commune a immédiatement pris en charge la préparation de l'organisation en engageant les coûts de structure. À titre indicatif, à ce jour, les dépenses ont été réparties comme suit et vous avez le tableau avec les dépenses affectées avec les différents partenaires à la ville, les dépenses valorisées et toujours les charges de personnel valorisées, puisqu'il y a du personnel du palais, de l'Office des sports qui s'occupe de l'entretien du vaccinodrome. Depuis l'ouverture du vaccinodrome, il y a 2 agents qui s'occupent de l'entretien, et puis nous avons des agents de services techniques qui ont eu à intervenir sur l'installation, et puis l'informaticien de la ville qui a eu à intervenir. Donc, on est sur un total de 107 357,40 €. L'engagement financier des frais de fonctionnement et organisation du centre de vaccination correspondant à la période allant du 31 mars au 30 juin, avancé par la commune, représente un montant, le montant dont je viens de signaler, et qui sera remboursé par le service territorial d'incendie et de secours. Une deuxième convention aura une annexe à la convention, je ne sais pas, devra se faire du 1er juillet jusqu'à aujourd'hui, donc 5 mois. Proposition et décision ou avis. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'établissement d'une convention de mise à disposition des moyens liés au fonctionnement d'un centre de vaccination par les sports du Lamentin entre la commune et le service territorial d'incendie et de secours, de donner délégation à M. le maire pour la signature de la convention PPT et toute autre convention
à venir au titre de la mise en place du centre de vaccination. Très bien. Est-ce que sur ce point, vous avez des remarques? C'est la parole. Oui, tout simplement, à nouveau féliciter la ville d'avoir mis en place Vaccinodrome qui a permis quand même la vaccination d'un grand nombre de Martiniquais. Parce qu'on a vu que par la suite, il y avait des problèmes de proximité. Certains ont mis en place des bus. Hein. Donc là, la ville a été réactive quand même. Oui, merci. Nous avons, oui, c'est vrai, c'est un vaccinodrome qui fonctionne. On a vacciné là les 3/4 des Martiniquais quasiment. Quasiment. Donc, on a vacciné les 3/4 des Martiniquais vaccinés. Plus les touristes. Mais bon, c'est une bonne opération. Maintenant, le travail n'est pas terminé. Il faut continuer, il faut aller plus loin. On aura peut-être un deuxième dossier de remboursement concernant la deuxième phase de vaccination. Mais ce sont des contributions qu'il faut jouer. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Il n'y en a pas de nouveau. Moi, j'ai juste une remarque. Aujourd'hui, tous les jours, on a de plus en plus de mineurs que les parents emmènent à la vaccination. Donc, on a une montée. Si ça freine au niveau des adultes, au niveau des mineurs, ça commence à monter. Les adolescents. Ouais. Oui, les adolescents. Très bien. Nous allons voter. Quels sont ceux qui sont contre le financement de cette contribution de l'État? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci, collègues. Nous allons passer au point suivant, c'est les informations du conseil municipal sur les actions en justice. Alors, je suis chargé de vous présenter ça. Le conseil municipal a autorisé le maire à instruire justice à transiger dans la limite des cas déterminés par délégation. Ici, en application de l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte au conseil municipal des décisions prises en vertu de cette délégation. Donc, vous avez le tableau qui est joint en annexe, et des dossiers qui sont en cours, qui sont terminés. Le premier d'entre eux, c'est le dossier nous opposant à la SCI La Commanderie, présenté par M. Laurent Charles-Alfred. Cette affaire est détaillée, mais elle a été gagnée par arrêté du 1er avril 2021. La requête de la SCI est rejetée et la société est condamnée à nous verser 1 700 € au titre des frais de justice. Pour l'instant, il n'y a pas de pouvoir en cassation. Le deuxième dossier, c'est une demande d'introduction de Mme Karine Barclay qui visait à annuler le PLU du Lamentin. Cette affaire est terminée. Mme Barclay s'est désistée de son recours. Vous verrez qu'après, elle a réintroduit un autre recours, l'ordonnance de désistement du 25 mai 21. Le troisième dossier, c'est un dossier qui nous oppose au préfet au théâtre Martinique. Ça concerne l'occupation du domaine maritime au profit de M. André Mancé. Nous étions donc opposés à l'utilisation de la baie de Californie pour le stockage, pour le parking de bateaux. Et malgré tout, le préfet a décidé, a donné l'autorisation d'occuper le domaine public maritime. Donc, nous avons introduit un recours contentieux au tribunal contre cette décision. Ensuite, Mme Nguyen qui nous a attaqué aussi pour notre mur de soutènement à Cajou qui s'est effondré. L'affaire a été gagnée par la ville puisque nous n'avons rien à voir dans cette affaire. Le mur de soutènement est un mur privé et la voie qui jouxtait ce mur est une voie du domaine privé puisqu'elle appartenait au lotissement. Donc, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme Nguyen et l'a condamné à nous verser 1 700 €. L'avant-dernier dossier, c'est celui de l'ASSOPAMA qui a introduit une requête en annulation du PLU. Trois articles principaux sont visés et puis quelques points de forme. Mais nous sommes pendant le tribunal administratif, donc nous avons une défense qui est assurée par nos avocats et nous verrons bien. Et puis Mme Barclay qui a renouvelé une requête pendant l'annulation du PLU. Cette affaire est en cours, donc nous reviendrons devant le Conseil pour sa conclusion. Son problème, c'est qu'elle souhaitait que tous ces terrains soient un terrain agricole. Elle souhaitait que le terrain soit déclassé. Nous avons déclassé une partie de ce terrain et elle nous attaque pour avoir la totalité du terrain. Donc, on verra bien. Voilà concernant les affaires en cours qui sont jugées ou qui sont en cours.
Si vous souhaitez un peu plus d'informations, je suis prêt à vous les donner. Et voilà, c'est pour une information, c'est normal que je me fasse tous les mois sur les affaires qui sont en cours. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? José Campbell? Oui, merci, Monsieur le maire. Non, à travers ces informations, on constate qu'il peut y avoir certaines incohérences sur le territoire et que ce n'est pas du fait de la collectivité, et bien souvent de l'État. Donc, c'est bien de montrer, c'est bien de voir à travers ces informations que la collectivité, que la ville, que toi, Monsieur le maire, tu te bats contre certaines incohérences. Oui, ça c'est vrai, tous les jours. Tous les jours. Ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons donc passer au point suivant, c'est le point d'information sur les marchés publics. Je passe la parole à M. collègue Filet. Merci, monsieur. Claudie, tu voulais intervenir? Claudie? Non? Non, pas du tout. Ne baisse pas la main. Il faut baisser la main, Claudie. Parfait, c'est fait. OK. Merci, monsieur le maire. C'est une information du conseil municipal sur les marchés. Accord 4 passé selon les procédures formalisées, les procédures adaptées, les modifications examen. Par délégation du conseil municipal des CM du 13 décembre 2018 et du 11 juin 2020, le maire est autorisé à passer le marché à accord cadre de fourniture, de services et de travaux, ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que les crédits sont disponibles. Aussi, en application de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations. Alors, 2 commissions interviennent dans le cadre de la commande publique. Premièrement, la commission des achats pour les marchés à procédure adaptée, qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public, le maire. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouverts ou restreints, procédures avec négociation et dialogue compétitif. Et enfin, troisièmement, pour les modifications examinant conduisant à une augmentation supérieure à 5% du montant initial du marché, elle émet un avis préalable obligatoire. Alors, vous trouverez en pièce jointe le tableau récapitulant l'ensemble des marchés à accord 4 et modifications examinant passées dans ce cadre. Alors, comme à l'accoutumée, monsieur le maire, je fais une synthèse sur la communication sur les marchés. Alors, comme à l'accoutumée, comme je viens de dire, la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité notifiés au cours des mois de juillet et août 2021. Vous avez 18 marchés accord cadre à bon de commande ou marché ordinaire ou appel d'offres. Il se décompose de la manière suivante. Un marché accord cadre de service, service concerné direction générale, pour un montant de 93 499,88 €. 2 marchés accord cadre de travaux, service concerné bâtiment. Pour ces 2 marchés, un montant mini 20 000 €, maxi 35 000 €. 12 marchés accord cadre de fourniture, service concerné parc automobile, pour un montant mini de 101 500 €, pas de maxi. Un marché accord cadre de service sans mise en concurrence ni publicité, au service concerné bâtiment, pour un montant de 1 545,04 €. Vous avez 2 marchés modifiés, service concerné bâtiment, pour le montant de modification qui est 2 006,17 €. Et puis enfin, en conclusion, monsieur le maire, 18 marchés qui représentent un marché de services, 2 marchés de travaux, 12 marchés de fourniture, un marché de services sans mise en concurrence ni publicité, 2 marchés modifiés. Voilà, monsieur le maire, c'est une information. Merci beaucoup. Merci. Il y a des questions, des remarques? Classique, hein, c'est ce qu'on fait. On fait le compte rendu chaque mois de ce que l'on fait en marché. Donc, c'est une information. Nous avons terminé l'ordre du jour. Nous passons aux questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. Oui, yes. Une question diverse, monsieur le maire. Oui, c'est qui? Je ne vois pas. Claude Marlin. Oui, pardon. Oui. Marius Miguel. Je peux voir. Attends, Claude Marlin, Olopini et Marius Miguel. Alors, allez, vas-y. Ah oui, alors, monsieur le maire, j'aimerais. La question, j'en avais 2, mais finalement, il y a eu la première là que j'ai posée. Concernant, alors, au vu de l'assouplissement des mesures très restrictives de monsieur le préfet concernant le confinement,
nous sommes actuellement dans une période où des activités sportives et culturelles, certaines personnes s'interrogent sur la reprise de ces activités, notamment des activités organisées par les services municipaux, par la mairie, par les offices. Et donc, j'aimerais savoir quelles sont les modalités de reprise que vous envisagez pour ces activités sur le territoire communal au niveau des offices, et avec notamment au vu de cette obligation du pass sanitaire, non seulement pour, dans le domaine de la culture, du sport, et également pour les et également les agents de la collectivité. Voilà. Oui, mon intervention porte sur une catastrophe que vit en ce moment une famille du côté de l'impasse Groseille à Petite-Rivière. Il s'agit de la famille Philippe. Ils ont vu leur maison incendiée il y a quelques 2 jours. Et aujourd'hui, ils sont un peu désemparés parce qu'en fait, ils n'ont pas véritablement de réponse. Il faut savoir que c'est une famille qui accueille 2 personnes, 2 seniors, une qui est handicapée, l'autre est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ils n'ont pas de réponse véritable de la part de la municipalité. Et je me fais leur porte-parole pour dire que j'ai entendu des gens qui sont totalement désespérés. Pour l'instant, la ville leur a proposé une nuit d'hôtel. Ils se sont rapprochés de leur assurance qui leur a fourni 3 jours d'hôtel. Et pour l'instant, ils se sont rapprochés, comme l'a demandé un élu, ils se sont rapprochés des services sociaux de la ville et ils n'ont pas de réponse. On leur dit en tout cas qu'il ne faut pas faire une demande de logement. Et là, on est en situation d'urgence. Je fais appel à l'ensemble des collègues pour que nous soyons au plus proche de ces personnes qui, d'ici demain soir, n'auront plus de solution. Que nous soyons au plus proche de ces gens pour leur apporter tranquillité d'esprit et surtout les rassurer sur la force d'accompagnement de la ville. Très bien. Miguel Marilus, on va y revenir. Oui, monsieur. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Monsieur le maire, je t'interpelle parce que on a beau dire sous le Lamentin en matière d'infrastructure sportive, donc qu'il y a un manque, ok, mais sur Roche Carré, le terrain de football qui se trouve à l'entrée du lotissement que la ville a bien entamé, j'ai pu observer durant cette période de confinement qu'il y avait donc beaucoup d'activités footballistiques sur le terrain de foot. Mais ce qui m'a un peu embêté, c'est de voir un jour qu'il y avait une voiture, un jeune homme qui s'est permis cette malhonnêteté de monter sur le terrain avec sa voiture. Et une autre fois, j'ai observé qu'il y avait 2 motos. Donc, la clôture du terrain est totalement défectueuse. Ce que je lui souhaitais, c'est qu'on n'oublie pas ce terrain, monsieur le maire, et qu'on reprenne en main ce terrain. Pourquoi? Parce que j'ai observé, parce que je suis allé, et je me demandais pourquoi toujours qu'il jouait que sur une partie du terrain, sur la partie droite qui donne vers la RD28 et l'autre partie. Et là, j'ai constaté que la partie gauche du terrain est quasiment impraticable. Donc, je pense qu'il faudrait que les services techniques revoient cette partie du terrain. J'ai l'impression qu'elle est impraticable et elle ne permet pas de jouer là-dessus. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser ce terrain en l'état, bien au contraire. Il faut continuer les travaux pour rendre ce terrain totalement opérationnel. Mais dans un premier temps, je demande qu'il y ait un renforcement de la clôture pour éviter ces incivilités parce que, monsieur le maire, donc, chers collègues, vous connaissez donc, ma situation, mon état de santé. J'étais vraiment hors de moi quand j'ai vu ça. Je suis allé. J'ai pris des risques pour aller faire la police et faire sortir donc, ce jeune homme-là. J'ai été invectivé par certains, mais je crois que mon devoir d'élu a pris le dessus sur moi, sur mon état de santé, mais je n'ai pas apprécié de voir ça. Donc, c'est vrai, j'ai omis de dire ça à Alex que je vois, que j'échange avec lui tout le temps. Mais voilà, mais je souhaite qu'il y ait un renforcement dans un premier temps de la clôture du terrain de football pour éviter cela. D'autre part, monsieur le maire, j'aurais souhaité un accompagnement de la ville sur la RD28 parce que cette route qui s'appelle RD28, une route départementale, comme j'ai eu l'occasion de le dire donc à M. Dubousquet ou à M. Blondu, ce n'est pas une route. Je leur ai dit que si cette route appartenait à la commune, elle aurait été 100 fois mieux entretenue.
Donc, monsieur le maire, aujourd'hui, tu es à la CTM, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de soutien de la ville pour que cette RD 28 ressemble vraiment à une route départementale. Parce que c'est quasiment tous les jours, je suis interpellé par la population, parce que dans un premier temps, les accotements ne sont pas faits. Il y a pas mal d'endroits où deux voitures ne peuvent plus se croiser, la route est totalement défoncée. Et j'ai beau interpeller donc, les services techniques de la CTM qui se trouvent à Petit Manoir. J'ai aussi eu à envoyer un courrier et l'ancienne équipe de la CTM qui avait fait des travaux vers Chemin-Rangon pour renforcement du talus. Le président de la CTM était venu en personne sur les lieux et avait dit automatiquement quand les travaux de renforcement du talus au niveau du Chemin-Rangon seraient terminés, on allait poursuivre sur effectivement la réparation de cette RD 28 parce que lui-même, il me l'a dit en vis-à-vis, était méconnaissable et qu'il trouvait pas normal que cette route était dans un tel état. Donc aujourd'hui, je me bats pour cela. La population ne fait pas la différence, hein, et donc elle ne fait pas du tout la différence. J'ai beau expliquer que cette route n'est pas du domaine communal, mais bon, c'est comme ça hein, que les administrés, ce qu'ils veulent, c'est que la route soit réparée. Donc, voilà, monsieur le maire, c'était ça le but de ma deuxième intervention. Voilà, un soutien fort au niveau de la CTM pour que la RD 28 soit mise en état opérationnel. Voilà, monsieur le maire. Je n'ai pas des gens. Il n'a pas entendu. Alors, oui. Alors, je reviens vers le conseil municipal. Je vous avais déjà interpellé, monsieur le maire, concernant la route qui traverse Bélène, qui rejoint Palmiste, donc qui traverse le quartier La 13. Il a été installé, ça fait plusieurs fois que je le dis, il a été installé des ralentisseurs. Ça fait plus de 5 mois, mais aujourd'hui, il n'y a aucun panneau de signalisation et ces ralentisseurs, il n'y a pas eu de peinture dessus. Donc, ça veut dire que les ralentisseurs sont de la même couleur que la route. Donc, ça cause de l'insécurité parce que les gens arrivent brutalement, ils freinent brutalement, ça cause des accidents aussi et ça cause aussi des désagréments pour le voisinage parce que très tôt le matin, il y a beaucoup de bruits qui sont liés à ces coups de frein brusques. Et dans cette même route aussi, je tenais à signaler aussi qu'il y a des voitures, des VHU, qui sont stationnées depuis des mois. Et quand on sait que cette route, chaque matin, il y a au moins une cinquantaine de véhicules qui traversent, eh bien, les croisements sont excessivement difficiles parce que malheureusement, il y a des gens qui ont des véhicules, des VHU, qui sont stationnés là depuis de nombreux mois. Donc, j'interpelle la ville pour qu'ils interviennent, si possible, pour exiger que ces gens-là enlèvent le véhicule, parce que les gens habitent juste à côté, mais aussi régler ce problème de sécurisation, le problème des ralentisseurs. Il n'y a toujours pas de signalisation et aucune peinture il y a pas de, ça n'a pas été peint. Donc, je souhaite que ça soit fait assez rapidement pour rétablir la sécurité. Merci. OK. Bon, je vais passer la parole à Judith Lamorieux concernant le point sur l'incendie. Merci, monsieur le maire. Concernant l'incendie, de Pelletier, on a été alerté au moment de l'incendie qu'il y avait une famille, par la police nationale, qui avait une famille de 4 personnes à reloger. Aujourd'hui, la ville est en train de travailler sur les logements de transit qu'on avait, qui ne sont plus des logements de transit, et ces personnes ont été relogées grâce à l'élu du quartier par le 115. Ce matin, avec les services, nous sommes attelés à trouver une solution qui soit une solution déjà d'urgence et après une solution pérenne parce que comme il a été dit, il y a 2 personnes âgées parmi les sinistrés et ces personnes âgées avec des pathologies, il faut qu'on puisse vraiment trouver pour eux, si on ne trouve pas quelque chose pour l'ensemble de la famille, trouver pour eux un lieu d'hébergement dans un hébergement spécialisé ou social. Donc, pour le moment, on est sur le dossier concernant les 4 nuits qu'ils ont eues. On a déjà eu par le passé à gérer ce genre de situation et les assurances ont pris en charge le loyer de
du logement qu'on avait pu trouver pour les familles. Donc, on va regarder aussi sous la partie location, est-ce qu'on peut trouver quelque chose et si l'assurance se prend en charge. Voilà. Là, je n'ai pas d'autres réponses. Non, mais il est très clair que, les gars, raison, il faut qu'on laisse cette famille à voilà. On trouve des solutions. On va reprendre avec eux et éventuer des pistes possibles. Oui, Virginie s'en occupe, mais oui. Je pense qu'on peut refaire un point de ça et trouver des solutions pour satisfaire, parce que c'est une situation très difficile. Je crois qu'ils ont tout perdu. Perdu, vêtements, meubles, etc., papier, vêtements. Il faut vraiment les venir les assister. C'est de l'urgence. Au contraire, toutes les bonnes volontés sont acceptées. Il s'agit d'aider les Amantinois en difficulté, donc il faut qu'on fasse le maximum, vraiment le maximum sur ça. Et comme je l'ai dit ce matin, il faut qu'on trouve une procédure interne au Lamentin avec des logements, des centres d'hébergement, etc., pour permettre de pouvoir répondre à ces difficultés-là. Parce qu'à chaque fois qu'on fait appel au 115 ou à l'État ou au service de la CTM, on a du mal à avoir des réponses. Et finalement, on se retrouve à devoir gérer tout seul la situation des administrés lamantinois. Il faut vraiment qu'on ait une procédure sur ça avec des outils de prise en charge de ces populations-là nécessaires. Et pour cette famille-là, je pense que dès demain, il faut qu'on renforce on va voir des détails. Et le soutien qu'on va leur porter. Voilà. Concernant les points relatifs à Roche Carré et à Pouilly, je passe la parole à Alex Michel. Oui. Alors, monsieur le maire, je vous rassure, Miguel, Roche Carré, c'est dommage qu'il n'a pas fait un problème de clôture ce matin, parce que je l'ai eu. Mais j'ai pris bonne note de ça. Par contre, concernant les accotements, la partie végétale le long de ces voies, nous avons adressé il y a plus de 15 jours un courrier à la CTM, départementale. Non seulement nous l'avons fait pour la RD28, mais nous avons aussi fait pour la RD3 de Magoville-Saint jusqu'à Pelletier. C'est encore plus important le niveau de la végétation le long de la voie, encore beaucoup plus important. Concernant le collègue Adèle, concernant les panneaux de signalisation, nous n'avions pas de panneaux, il a fallu commander. Nous l'avons commandé. Encore pour la peinture, nous avons des petits problèmes de peinture. Ils ont justement commencé cette semaine à faire les peintures sur les ralentisseurs. Tôt ou tard, on finira par faire celui de chemin latéral. C'est tout. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être voir les services et indiquer à Tchéliadé à quelle date ils vont faire le montage pour qu'il ait l'information. Pour qu'il ait l'information complète, donc tu dois te rapprocher d'eux et tu vas transmettre à Tchéliadel la date d'intervention. Ok, il n'y a pas de problème. Le marquage, peinture, plus la signalisation. Okay. Parce qu'il faut signaler le panneau. Okay. Puis sur les VHU, je pense que là, on va se rapprocher de la police municipale aussi pour voir si pour les VHU sur le quartier. Ensuite, il y avait la question de Claude Marlin concernant les dispositions d'assouplissement Covid. Alors, pour l'instant, les assouplissements ne sont pas des assouplissements puisque nous sommes sous contrôle de passe sanitaire et certains fonctionnements sont réglementés par des dispositions électorales ou nationales. Pour l'instant, nous fonctionnons sur les équipements comme ça avec des ouvertures, mais avec le respect des jauges maximales par section qui sont définies par les services. Et nous essayons de relancer la dynamique éducative avec les ateliers de l'Office de la Culture et la médiathèque qui a été fermée longtemps, les services de l'Office de la Culture aussi. Il faut progressivement que les activités reprennent. On le reprenne dans un cadre sécurisé. Nous essayons de respecter la réglementation qui nous est proposée, mais quand celle-ci ne nous autorise pas à bien fonctionner, nous essayons d'adapter des jauges spécifiques en respectant un nombre minimum de personnes ou maximum de personnes par section pour ne pas mettre en danger ceux qui y sont. Donc, on ouvre progressivement, tout doucement. Pour l'instant, à la mairie, nous avons encore des horaires Covid. Nous faisons encore les gestes barrières, nous faisons le contrôle, nous procédons comme nous le faisions dans la crise quand elle était à son maximum. Quand la situation ne s'est pas vraiment stabilisée, eh bien, nous n'allons pas lever la vigilance, en tout cas, la vigilance. Mais en même temps, il faut que la vie reprenne. Les écoles ont repris, donc il faut aussi reprendre les activités éducatives, les ateliers, la petite enfance à la médiathèque, etc. Ce sont des choses qu'il faut faire, mais qu'il faut encadrer, et qu'il faut surtout faire en responsabilité. Voilà. Oui, Judith.
il y a une forte demande des sportifs pour des tests et nous sommes en pourparlers avec l'ARS pour qu'ils puissent mettre à disposition ou faire tester massivement les sportifs dans les clubs avant qu'ils reprennent puisque les sportifs le demandent avant qu'ils reprennent les activités. Quand on sait que l'Éducation nationale a distribué des tests, l'ARS a distribué des tests pour l'Éducation nationale pour la rentrée de lundi et qui derrière, il n'y a aucun retour. Donc, je pense qu'ils peuvent faire la même chose pour nos sportifs au lieu qu'ils aillent acheter des tests. Oui, mais pour les sportifs, je ne sais pas s'il n'y a pas encore d'arrêté pour la reprise des activités. Pas en espace clos. C'est négocié ça avec les ligues. Les ligues, d'accord. Ouais. On verra quelles sont les protocoles qui seront là. En plein air, seulement. On va les appliquer. Voilà. Je pense que ta collègue on va lever la séance. C'est la première fois que nous faisons notre visioconférence. Nous avons bien réussi dans un conseil, c'est très bien. Donc, je félicite tous les techniciens de la ville qui se sont mis en quatre pour assurer le fonctionnement technique de ce conseil. Je remercie l'administration qui a préparé le dossier et qui nous a accompagnés. Et puis, évidemment, l'ensemble des institutions que vous êtes pour vos contributions et votre fonctionnement. Donc, je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.